Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Kenza Yacoubi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise, vous êtes native de Molenbeek, vous êtes socialiste, donc on va parler de Philippe Moureau avec vous. C'est un jour important, puisque c'est un hommage à Philippe Moureau qui est décédé ce week-end. Tout d'abord, vous qui, très jeune, avez travaillé avec lui, quel bon souvenir gardez-vous de Philippe Moureau ? Mais écoutez, moi j'en garde un bon souvenir dans la relation professionnelle que j'avais avec lui. C'était quelqu'un qui était vraiment à l'écoute. Et derrière cette armure qu'il pouvait avoir ou cette impression qu'il donnait d'être dur, il y avait vraiment une sensibilité quand on était dans l'intimité avec lui qui me touchait beaucoup. Donc cette sensibilité, ça c'est le bon souvenir. Et est-ce qu'il y a un moins bon souvenir, un mauvais souvenir ? Le moins bon souvenir, justement, c'est un peu l'image qu'il donnait à l'extérieur. Et donc parfois, quand il était incisif avec certaines personnes, moi quand je travaillais avec lui, après j'étais mal à l'aise et donc je lui faisais la remarque en lui disant « c'est quand même pas très sympa ce que vous avez dit là, est-ce que c'était vraiment nécessaire ?» Et puis il me dit « oh c'est vrai, tu as raison ». Mais il l'avait quand même fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous avez commencé très jeune à travailler avec lui. Je crois, vous aviez 20 ans, c'est ça, ou même moins ? Oui, en tout cas, quand j'ai commencé à militer à Molenbeek, c'est depuis l'âge de 20 ans que je le côtoie, mais j'ai travaillé avec lui que lors de sa dernière législature au Sénat, donc les 4 dernières années, comme attaché parlementaire. Vous faisiez partie de son équipe parlementaire, une toute petite équipe, hein, quand on travaille pour un sénateur, effectivement. Est-ce qu'on peut dire, vous êtes une Moureau girl, comme il y a peut-être des Moureau boys, des gens qui ont finalement découvert la politique grâce à lui et qui après sont devenus élus, ont fait vraiment de la politique ? Oui, j'ai découvert la politique grâce à lui, ça c'est certain. Mais quand il m'a proposé de travailler avec lui, il m'a dit une chose qui m'avait touchée. Et c'est qu'il m'a dit, je te propose de travailler avec moi, mais je veux que tu gardes ton esprit critique. Je te vois depuis maintenant presque 20 ans, tu es critique, tu as le courage de tes idées. Et donc, il avait cette intelligence de vouloir être entouré de gens, donc les plus proches, puisque quand il était au Sénat, il n'y avait que moi comme collaboratrice directe et une secrétaire, qui puisse lui dire les choses franchement. Et est-ce que c'était un homme à qui il était facile de dire les choses franchement ? Oui. Vraiment, oui, c'est ça que je lui reconnais comme grande qualité et je trouve que ça se perd aujourd'hui. C'est qu'il le demandait, puisque moi, quand il m'a engagée, c'était l'idée. Et donc, j'étais souvent, pas en conflictualité, mais il y avait beaucoup de choses que je reprochais dans une certaine façon dans la politique et il voulait les entendre et je lui disais, on mangeait ensemble une fois par semaine et c'était vraiment un moment très agréable. Alors aujourd'hui, il y aura des hommages à la maison communale de Molenbeek à 17h. Avant ça, il y a évidemment un registre qui est ouvert depuis ce week-end. Il y a même des gens qui peuvent passer, lui remettre un dernier hommage. Il y aura aussi des funérailles purement privées. Est-ce que c'est pas un peu étrange qu'un homme comme lui ait comme ça voulu partir sur la pointe des pieds, parce qu'il est ministre d'État, c'est quand même... Est-ce que ça ne vous surprend pas que ça se passe finalement de manière plutôt discrète pour un grand homme d'État ? Ah non, quand j'y réfléchis, ça colle à la personnalité du grand monsieur. Il avait vraiment une forme d'humilité au fond de lui et il aurait pu faire encore une plus grande carrière que ce qu'il a fait. Il aurait pu être Premier ministre, il aurait pu diriger le parti, mais ce n'était pas vraiment un objectif premier. Et donc ça ne m'étonne pas qu'il ait fait ce choix. Alors on va un peu se poser la question avec vous, c'est qu'est-ce qui va rester de Philippe Moureau ? Et je vous propose donc trois grands moments de sa carrière. Donc quand on pose la question de qu'est-ce qui restera de Philippe Moureau, est-ce qu'il restera la loi contre le racisme et la xénophobie ? Ça, c'est la première possibilité. Est-ce qu'il restera les réformes constitutionnelles, et notamment toute la création de la région bruxelloise, ou est-ce qu'il restera sa gestion de Molenbeek ? Je pense qu'il restera les trois, mais essentiellement ce qu'on retiendra, je pense que c'est la loi contre le racisme et la xénophobie. Et puis c'était il y a 38 ans. 38 ans, et aujourd'hui, on ne peut plus dire encore bien d'actualité, malheureusement. Et puis, à Molenbeek, au niveau local, les Molenbeekois
ne l'oublieront jamais comme bourgmestre. Françoise Kepmans disait, quand on l'a interviewé ce week-end, elle disait il restera 2 noms à Molenbeek, Edmond Martens et Philippe Moureau. Et donc voilà, vous vous rendez compte, si une adversaire politique le dit, imaginez-vous, il suffit d'aller à Molenbeek aujourd'hui et déjà hier, tout le week-end, pour voir comment les gens ont été marqués par ce grand monsieur. Ça veut dire qu'il faudrait un stade de foot au nom de Philippe Moureau, alors? C'était pas un fan de foot, hein? Non. C'était un fan de la culture, Et peut-être, voilà une idée qu'on pourrait lancer. Vous savez, il a lancé la Maison des Cultures à Molenbeek. Ce serait peut-être un bel hommage que de l'appeler quelque part par le nom de Philippe Moureau. Alors, les journaux aussi ont donné leur avis. C'était évidemment lundi. Il y avait beaucoup d'actualités aussi. Donc, il n'a pas eu les premières pages des journaux. Mais quand même, voilà, dans le soir, on titrait Philippe Moureau, sa lutte finale. On mettait plutôt en avant sa dernière lutte, qui était la lutte contre la maladie, contre le cancer, qui est survenu il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'on l'a moins vu dans les médias, alors qu'il était très très présent jusqu'en début 2017. Oui, il s'est isolé, ce qui était tout à fait normal. Il s'est battu contre la maladie. La dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était sur la place communale. Il était venu saluer tous les militants socialistes et il me disait encore non, mais je tiens, je lutte. Donc il était fidèle à lui-même. Dans l'ADH, là, ils mettent en avant Philippe Moureau était un bourgmestre exemplaire. Et ça, c'est plutôt des Molenbeekois qui parlent. Et on voit là, ce qui est mis en avant, c'est sa carrière de bourgmestre de Molenbeek, très aimé par la population, même si il y en a plein qui voulaient qu'il ne soit plus bourgmestre. Et ils y étaient arrivés en 2012, d'ailleurs. Non, mais voilà, ça, vous avez cité Françoise Kepmans, elle a aussi dit dans les médias qu'on peut lui, en tout cas, reconnaître toute la politique urbaine, de revitalisation des quartiers. On ne peut pas nier l'apport qu'il a apporté dans cette commune. Même ses détracteurs, quand ils viennent à Molenbeek, ils trouvent que le visage de Molenbeek a changé. Donc l'apport qu'il a apporté est indéniable au niveau de la commune, et bien plus. Alors, dans un très joli portrait écrit dans La Libre par Paul Piret, son titre « Philippe Moureau, l'insaisissable ». Et c'est vrai que parfois, on peut se dire qu'on n'était jamais très très sûr de ce qu'il pensait vraiment. Est-ce qu'il était vraiment d'accord? Est-ce qu'il n'était pas d'accord? Ou ce qu'il allait faire? Quelles étaient ses stratégies? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'aspect insaisissable du personnage? Oui, tout à fait. Et il cultivait ça. Et c'était ce qui faisait de lui un grand homme politique aussi au niveau des stratégies politiques et du rapport de force qu'il pouvait créer avec ses partenaires politiques. Donc c'était quelque chose, je pense, de réfléchi et de voulu chez lui. C'était un homme du mystère par stratégie. Alors, dans la capitale, là, c'est plutôt des témoignages de gens qui ont travaillé avec lui, un peu comme vous. Et alors, Philippe Moureau était un travailleur. Pour Rachid Madran, c'était un mentor. Pour Ridouane Chahid, c'était un patron. Quel est le bon mot? Patron, mentor Pour moi, donc moi j'ai travaillé avec lui à la fin de sa carrière politique. Donc il n'avait plus du tout cette puissance. Il n'était plus, en 2012, il n'était plus bourgmestre, il n'était plus président de la fédération bruxelloise. Donc j'ai vraiment eu la chance de connaître l'homme politique dans son histoire, donc souvent il me la racontait, mais aussi le grand intellectuel qu'il était et le visionnaire. On parlait beaucoup des choses à venir, donc pour moi, ça restera, je pense, un grand intellectuel. Parce que je l'ai connu essentiellement dans ce cadre-là. Alors pour le Standard, la presse flamande est évidemment un petit peu plus dure. Pour le Standard, c'est l'empereur de Molenbeek n'est plus. C'est vrai, on le qualifiait de patron tout-puissant de Molenbeek. Et dans le Morgen, c'est le dernier des marxistes. Et c'est vrai que c'est un élément que peut-être on oublie, c'est que c'était un très grand marxiste. Il était un des agitateurs de mai 68 à l'ULB. C'est quelqu'un quand même qui restait très attaché aux sources du marxisme. Oui, mais attention, il passait son temps à relire Marx et le marxisme. Nous avions créé un groupe de réflexion les dernières années au Sénat, et justement dont l'objectif était de repenser Marx. Donc c'était pas, et ça c'était aussi une qualité qu'il avait, c'était pas un homme figé, c'était un homme vraiment qui continuait à penser, et souvent on le réduit à un marxisme un peu simpliste. Donc, ce n'était pas le cas.
Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est la politique d'hier, la politique de papa qu'on enterre, ou bien est-ce que c'est un homme qui est présent déjà dans le renouveau, au moment où on parle, je ne sais pas moi, d'écosocialisme, de revoir le paradigme socialiste? Est-ce que c'est un homme du passé ou est-ce qu'il sera encore présent quelque part dans l'avenir? Il continuera à en inspirer quelques-uns, et je ferai partie de ces gens-là, et surtout par le courage politique qu'il a eu. Moi, je garderais ça comme, j'ai envie de dire, ingrédient dans ma politique. Je pense qu'il me disait, tu me ressembles quelque part parce que tu as ce courage de ta parole, continue à le garder. Donc, il m'inspirera toujours par rapport à ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on fait la politique autrement, et c'était une autre génération, et cette image de la toute-puissance qui pouvait exister pendant quelques années, aujourd'hui, on le voit, c'est plus possible. Donc un président de fédération bruxelloise, par exemple, tout puissant, qui décide tout ce qui se fait, etc., c'est fini? Sera fini? Ce sera fini avec le temps. Et quand le débat entre la démocratie représentative et la démocratie participative, hein, on en parle beaucoup avec les Gilets jaunes ou en France, où ils demandent des référendums d'initiative citoyenne. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous croyez que la démocratie va changer chez nous? Oui, je le crois et je l'espère, parce que je pense que rien ne doit être figé. La démocratie est inachevée, on ne doit pas avoir peur du changement, ni de l'évolution d'un système dans lequel on est. Heureusement que ça peut changer. Et aujourd'hui, il y a clairement un appel à ça. Donc moi, en tant que politique, je ne peux pas être sourde à ça, et nous devons prendre nos responsabilités. Et au Parlement régional, nous avons déjà eu des initiatives avec un panel de citoyens qui est venu réfléchir autour de la mobilité. Nous avons parlé à un moment donné d'une assemblée citoyenne. Pourquoi pas remplacer le Sénat par une assemblée citoyenne? Donc, pas mal d'idées aujourd'hui sont occupées à foisonner, et je pense qu'on doit passer au-delà des idées et réellement trouver des débouchés politiques à aujourd'hui une crise de la démocratie. Merci Kenza Yacoubi. On se retrouve demain. Mon invité sera Jean-Claude Marcourt. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.